voisin est l'un de ces youtubeurs qui veut percer. Au fil des ans, je l'ai vu s'étouffer avec de la cannelle, s'allonger sur le capot de sa voiture alors qu'elle descendait lentement l'allée, et se tremper dans l'eau froide, tout en criant que c'était épique. Quel loser épique! Ça devient vraiment fatigant de le voir se livrer à ces trucs pour essayer de devenir viral. Donc, quand il a frappé à ma porte l'autre jour, il m'a dit qu'il partait pour quelques semaines et m'a demandé de prendre son courrier. Honnêtement, ça a été un soulagement. Je ne peux pas expliquer la tranquillité d'esprit que j'ai eue en sachant que je n'aurais pas à voir ces bêtises pendant un certain temps. J'ai toujours eu peur que ces cascades ne finissent par s'introduire dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Les choses ont été assez normales pendant les 2 premiers jours. Il a reçu quelques factures, un peu de pub et ce qui semblait être une carte d'anniversaire. Puis, un soir, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une énorme boîte qui m'attendait près de sa porte. En grosses lettres rouges était écrite « Retour à l'expéditeur ». Je ne suis pas maigrichon, mais j'avoue que j'ai eu du mal à soulever la boîte toute seule. C'était vraiment très lourd. Le traîner jusqu'à ma maison était encore plus difficile, et j'ai vite compris qu'il était hors de question de le traîner dans les escaliers et de le faire passer par ma porte d'entrée. J'ai décidé de laisser son paquet dans mon garage. Ce n'est pas comme si ma voiture y était. La porte du garage était vieille, et elle refusait de s'ouvrir sans un bon coup. Il était plus facile pour moi de laisser la voiture dans l'allée que de me battre avec la porte du garage chaque matin et soir. Avec le recul, j'aurais dû poser le paquet pendant que je me battais pour ouvrir la porte. Mais vous savez comment ce que c'est quand vous avez une bonne prise sur quelque chose. Inutile de le poser si vous n'y êtes pas obligé. C'est en donnant un 3e coup de pied à la porte que j'ai perdu la main sur le paquet, qui est tombé par terre. J'ai entendu un léger craquement à l'intérieur. « Mince! » j'ai juré. J'espérais ne pas avoir cassé quelque chose d'important, mais je me suis dit que je n'en parlerais pas à mon voisin et que je le laisserais supposer que l'accident s'était produit pendant l'envoi. Les mains libres, j'ai finalement réussi à débloquer la porte du garage, offrant un long bruit de grincement tout au long de l'ouverture. J'ai traîné la boîte jusqu'au bout, la mettant dans un coin pour le moment où mon voisin reviendrait la réclamer. Et puis, j'ai tout oublié. Jusqu'à ce que quelques jours passent. Je ne sais pas exactement combien de temps il a fallu pour que l'odeur s'infiltre par la fenêtre sous la porte du garage, mais elle est arrivée en progression lente. C'était une odeur sucrée et puante, semblable à celle d'une moufette, et les premiers jours après l'avoir sentie, je me suis vraiment dit que c'était ça, un animal écrasé qui avait laissé sa marque sur ma maison. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que l'odeur devenait plus intense au lieu de s'estomper au fil des jours que je suis parti à la recherche d'une source. C'est alors que j'ai ouvert la porte du garage, et c'est là que l'odeur m'a assommé. Le coupable n'a pas été difficile à identifier. Le seul changement dans mon garage était la boîte dans le coin. Je me souviens avoir pensé qu'il s'agissait probablement d'une de ces boîtes d'abonnement du type viande du mois. La viande a dû devenir ronce après avoir été laissée si longtemps hors du réfrigérateur. Quelle quantité de viande aurait pu se trouver là-dedans pour que la boîte soit si grande et si lourde? Une vache entière? Je me suis couvert le nez en m'approchant de la boîte, une paire de ciseaux à la main. Je n'en aurais probablement pas eu besoin pour l'ouvrir, car le fond était devenu assez détrempé pour qu'on puisse le percer avec un doigt. Mais je n'allais pas mettre mon doigt dans du jus de viande pourri. C'est à cause de ce fond détrempé que j'ai dû ouvrir la boîte dans le garage en fait. Si j'essayais de le faire sortir en entier, tout se renverserait sur le sol. J'allais devoir jeter les morceaux de viande avec des sacs poubelles et les amener à la benne, un processus dont je me serais bien passé. Mes ciseaux ont déchiré le ruban adhésif sur le dessus de la boîte en carton. Je pensais que l'odeur ne pouvait pas empirer, mais en ouvrant les volets, j'ai découvert une toute nouvelle gamme de puanteurs. C'était comme ouvrir un four très chaud, mais au lieu d'une vague de chaleur, j'ai été confronté à des vagues de pisse, de sueur et de putréfaction. C'était tellement mauvais que j'ai reculé et j'ai dû faire descendre de force le vomi qui mourait d'envie de s'échapper de mon corps. Je ne pense pas que j'aurais pu supporter que cette odeur se mélange aux horreurs qui sortent de la boîte. Je n'ai pas honte d'avouer que je suis sorti en courant pour prendre l'air, mais pendant le peu de temps que j'ai passé dans le garage,
L'odeur était tellement ancrée dans le tissu de mes vêtements qu'elle s'accrochait à moi comme une ombre. Rien de ce que j'ai essayé n'a pu empêcher l'odeur de s'infiltrer dans mes narines. Pas de désodorisant, pas de masque, ni 3 douches et des vêtements de rechange. Chaque seconde où cette boîte restait ouverte dans mon garage était une seconde de plus où l'odeur pouvait s'infiltrer dans ma maison. J'ai dû y retourner. Je suis rentré dans le garage, la boîte encore grande ouverte comme pour m'inviter à regarder. J'étais préparé. Une épingle à linge me clouant les narines, un sac poubelle dans une main, le nettoyant le plus puissant que je pouvais trouver dans l'autre, et de longs gants en caoutchouc pour empêcher ma peau de toucher ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il s'avère que je n'avais besoin d'aucune de ces choses. Je n'aurais pas à toucher ou à nettoyer le contenu de cette boîte. Je n'aurais qu'à en faire des cauchemars chaque nuit. Vous voyez? Il y avait de la viande dans cette boîte, mais elle ne provenait pas d'une vache ou d'un cochon. Non, c'était pire que ça. C'était mon voisin. Mort. Toujours en un seul morceau, mais mort. J'ai immédiatement appelé les flics, et naturellement, ils m'ont amené pour un interrogatoire. Après tout, il est difficile de ne pas suspecter l'homme qui a un cadavre dans son garage. Heureusement, ils ont vite compris que je n'étais pas impliqué. Mon ADN était peut-être partout sur cette boîte, l'odeur avait peut-être laissé une marque dans toute la maison, mais il y avait une preuve irréfutable entre les mains de mon voisin qui prouvait mon innocence. Une caméra de vlogging. Ils ne m'ont montré les images qu'une seule fois. Je ne sais pas s'ils y ont été autorisés ou s'ils se sont sentis si mal pour moi qu'ils ont pensé que ça ne pouvait pas faire de mal. De toute façon, je l'ai vu. Mon voisin était assis dans la boîte à l'extérieur d'un entrepôt d'expédition, riant, en disant au monde entier comment il allait s'expédier par la poste à l'étranger. Il avait apporté des flacons pour faire pipi, de la nourriture, un oreiller et quelques lampes de poche. Son ami, un type que j'avais vu chez lui plusieurs fois pour l'aider dans ses cascades, a fermé la boîte et l'a probablement déposée pour expédition. Au cours des heures, ou des jours suivants, je n'en suis pas sûr, mon voisin a enregistré quelques courts clips sur l'avancement. Je crois que je suis dans un camion maintenant. Je sens du mouvement. Je dois être dans un entrepôt. Il fait assez chaud ici. Il y a encore plein de nourriture. Ce genre de choses. Et puis, sur la dernière entrée, la boîte s'est renversée. Il s'est brisé le cou. Et voilà. L'appareil a enregistré jusqu'à ce que la carte mémoire soit trop pleine ou que la batterie soit déchargée. Il y a une chose que je n'ai pas dite à la police après qu'ils m'ont montré la vidéo. Une chose que j'ai entendue dans les images qui me hanteront jusqu'à ma mort. Juste après la chute qui a brisé le cou de mon voisin dans la boîte, j'ai entendu le bruit familier de la porte de mon garage. Quoi? Ai-je demandé, en retirant un écouteur. J'ai dit j'aime bien vos bottes, répéta l'homme. Oh, merci. J'ai eu un tas de paires exactement comme elles pendant des années et des années. Des bonnes bottes de travail, n'est-ce pas? C'est sûr. Je les utilise tous les jours au travail. Où est-ce que c'est ton travail? Les constructions Explora. Ah oui, vous construisez ce gros truc sur l'avenue Est, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ce sera l'un des plus grands de la ville. Il semble que oui. J'étais aussi sur les chantiers, tu vois, à l'époque. J'ai commencé quand ta mère était probablement une petite fille. Ah oui? Avec une entreprise? Ou comme travailleur autonome? Ou... Mon père avait une petite entreprise de construction et de menuiserie. Il m'a embauché quand j'avais, peut-être 15 ans environ. C'était en 1962. On a surtout construit des maisons, quelques petits complexes d'appartements.
Pas aussi grand que ce sur quoi vous travaillez. Vous aimiez? Alors là, mon vieux, travailler toute la journée était un abonnement gratuit à la salle de sport. Ha! Plus tous les avantages qui en découlaient. Les avantages? Il a souri. Tu sais garder un secret, mon garçon? Oui, monsieur. Tu as déjà joué sur un chantier quand t'étais enfant? Quand j'étais petit, mes copains et moi, on se faufilait dans les maisons en construction et on les explorait. On cassait peut-être quelques bouteilles ici et là. Ouais, mes voisins et moi, on avait l'habitude de faire cela quand j'étais enfant. Ma maison a été l'une des premières construites dans notre quartier, puis le reste est venu plus tard. On a probablement exploré toutes les maisons du quartier avant qu'elles ne soient terminées, quand elles n'étaient que des squelettes en bois, et peut-être même cassé quelques bouteilles, pour tout dire. Bien sûr, qui ne le ferait pas si on lui donnait l'occasion? Mais ça, c'est quand t'es gosse. Les vrais avantages sont apparus plus tard dans ma vie, quand je suis devenu adulte. Ah oui? Oh oui, mon garçon, imagine. On est en 1980 et il n'y a aucun téléphone portable en vue. Tu parles à une jolie dame au bar du coin et vous vous entendez bien. Tu lui parles de ton nouveau projet de construction et elle veut aller le voir. Ouais, je vois. Alors, tu l'amènes là-bas. Elle et toi, seuls dans une maison vide, comme t'as dit. Ce serait pas plus tranquille chez toi, à ta maison? Plus tranquille, ouais, peut-être, mais beaucoup plus sale. J'ai marqué une pause. Comment ça? On n'amène pas une fille sur un chantier de construction la nuit juste pour des avances. Tu la prends pour... Tu sais, Non, je ne sais pas. pour l'éliminer facilement, mon garçon. L'éliminer? Tu découpes la fille où ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec elle et tu la mets sous la maison. Tu l'enterres, elle et tes vêtements tachés là-dessous. Une fois le travail terminé, personne ne reverra plus jamais tout ça. Ça disparaît. Et après, une maison toute neuve couvre tes actes. Le bus s'est arrêté. Bon, c'est mon arrêt. Il s'est levé, m'a tapoté l'épaule, et j'ai reculé. Il est descendu du bus à pied. La seule chose qui me traversait à l'esprit était un souvenir. J'étais enfant, pas plus âgé que 6 ans. Mes amis et moi, on jouait à cache-cache. Je me suis caché dans le vide sanitaire sous mon porche d'entrée. Et quand je me suis caché, j'ai trouvé une paire de bottes à moitié enterrées dans la terre. Le même type de bottes que je portais à l'époque dans le bus. Le même type de bottes qu'on avait trouvé dans les vides sanitaires de toutes les maisons de notre quartier.